Alors, je vais vous parler je ne savais pas très bien comment aborder la question de la légitimité et nécessité des réparations, parce que j'étais sûre que beaucoup d'entre nous allaient travailler sur les règles juridiques, sur un peu les choses que nous nous sommes déjà dites, et j'ai pensé que c'était le moment. En plus, je l'ai beaucoup entendu dans l'Assemblée ou chez les intervenants, que nous avions une population qui était paradoxale, c'est-à-dire sur laquelle on ne pouvait pas compter, qu'elle avait des comportements un peu de trahison, un peu qui étaient au service donc du maître, de l'ancien maître, etc. Et d'entendre dire ça, moi j'ai travaillé sur les relations intergroupes en psychologie sociale depuis très longtemps, parce que il m'intéressait de bien comprendre comment fonctionnait un groupe dominant et un groupe dominé qui étaient en permanence en contact et qui l'un empêchait complètement à l'autre d'exprimer sa civilisation, sa spiritualité, et l'obligeait donc à être dans son projet, rien que pour son projet, et surveiller, comme un peu on l'a dit au Brésil, surveiller toutes les initiatives ou les initiatives qui étaient prises par le groupe dominé pour exister dans quelque chose qui est plus conforme en tout cas à l'idée qui se fait de son identité. Donc j'ai essayé. Je suis désolée parce que ça se fait à une heure où je vous demande un petit peu d'attention. J'ai essayé d'aborder la question un peu théoriquement, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la question des trahisons de groupe. Si vous voyez que c'est un phénomène aussi constant, aussi puissant, parce que dans la population noire, vous avez peut-être un quart de la population qui lutte pour les intérêts du collectif, mais vous avez trois quarts du monde noir qui est acquis au monde blanc et qui défend les intérêts du monde blanc. Alors, je vous demande un petit peu d'attention parce qu'il faut qu'on comprenne les mécanismes et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Alors pourquoi et qui faut-il encore convaincre de la nécessité des réparations? Donc cette question-là, je l'ai dit, elle ne peut pas se poser uniquement en direction de la société dominante et de l'Occident plus globalement. Ces problématiques s'imposent également en interne à la collectivité que nous formons, car l'un des enjeux de notre combat est de parvenir à constituer un groupe de pression pour apparaître crédible à l'échelle internationale. Peut-être pas un groupe de lobby comme on l'a dit ce matin, mais un groupe de pression, c'est très important. Peut-être que les deux se rejoignent à un niveau ou à un autre. Alors, l'un des principaux problèmes, donc je l'ai dit, c'est la faible adhésion de nos peuples à ce combat. L'importance de ce défaut d'adhésion n'est pas à sous-estimer, car comme pour beaucoup d'autres combats, nos échecs sont le fait que nous ne parvenons pas à être les sources d'influence les plus performantes auprès des membres de notre propre groupe d'appartenance. Les dominants demeurent de ce fait les propriétaires de l'esprit et du corps d'une partie importante des membres de notre communauté. Et cela, c'est un fait social. Un fait. Ça veut dire qu'on l'étudie comme une réalité et on ne glisse pas dessus en disant « ouais, Ninette qui traite », il faut le traiter parce que c'est ça le cœur de notre problème. D'accord? Alors, je propose donc quelques éléments de réflexion. Alors, le problème de l'intragroupe. L'intragroupe, c'est le groupe en interne, ce que nous sommes entre nous-mêmes. L'une des plus grosses difficultés à laquelle nous sommes en but, donc, est interne à la famille humaine que nous formons, divisée, sans conscience homogène de ses intérêts, tiraillée entre ceux de ses membres qui font des choix de lutte qui les érigent en principaux opposants et détracteurs de leur propre famille. Ce sont là des modalités spécifiques de la domination que subit le groupe depuis plusieurs siècles et qui a fini par faire perdre à bien de ses membres le sens de l'intérêt commun. L'on n'a, à titre de comparaison, jamais entendu un juge s'élever contre la demande de réparation au bourreau de son peuple. Donc ça c'est bien chez nous. L'un de nos principaux chevaux de bataille doit donc être d'étudier les mécanismes psychologiques qui sont à la base... Ah pardon, c'est parti. On a un petit problème de micro. Tu peux porter un peu d'eau pour moi, s'il te plaît? Tu en as?
C'est revenu. Alors, l'un de nos principaux chevaux de bataille doit être d'étudier les mécanismes psychologiques qui sont à la base des comportements spécifiques des dominés. Donc là, je sors de l'essentialisme pour aller dans l'explication psychosociologique, c'est-à-dire que nous sommes un groupe de dominés et en tant que tel, nous produisons des comportements paradoxaux et les 3/4 de ces comportements vont à l'encontre des intérêts propres de notre groupe. Et c'est en tant que dominé. Donc on va sortir dans l'histoire de nègre contre nègre, etc. Et on va essayer de voir, de nous projeter à distance pour pouvoir regarder ce que nous faisons de manière un petit peu plus rationnelle. Et ça va nous aider aussi à trouver des solutions à ce que nous appelons la traîtrise des nôtres. D'accord? Donc ils sont directement dans leur pratique tournés contre leur propre groupe et ils ont leur comportement et leurs réflexes sont non pas de protéger mais de détruire physiquement ou symboliquement les membres de leur groupe. Alors le traitement intellectuel de la question des réparations dans nos sociétés doit passer donc par l'élucidation des représentations, des argumentaires, des inhibitions et des freins de toutes sortes, mais aussi des peurs inscrits dans les membres de notre communauté et qui poussent ceux-ci à faire consciemment ou inconsciemment des choix contraires à l'intérêt collectif. En effet, vivre en dominé ou en opprimé n'implique pas automatiquement que l'on ait conscience et connaissance de la domination et de l'oppression qu'on subit. L'absence de conscience du dominé sur sa domination est due à la situation de domination elle-même qui produit, je cite Nicole Mathieu, je cite, qui produit plusieurs types de conscience et de connaissances fragmentées et contradictoires dû justement au mécanisme même de l'oppression. Donc vous avez là une explication de pourquoi, chez les Noirs, il y a toutes sortes d'idées, sauf les idées qui pourraient nous rassembler. Donc c'est un produit de l'oppression et de la domination. C'est en tant que tel qu'on l'analyse. Le dominé est intimement marqué par le dominant et doit s'en libérer pour se libérer. Je cite encore Fanon, il doit également veiller à la liquidation de toutes les non-vérités fichées dans son corps par l'oppresseur. Fichées dans son corps par l'oppresseur. Et ça, c'est dans les damnés de la terre. Alors, il dit la chose suivante encore, Fanon, la violence qui a présidé à l'arrangement du monde colonial, on peut remonter à l'esclavage pour nous, qui a rythmé inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démolit sans restriction les systèmes de référence de l'économie, les modes d'apparence, d'habillement, sera revendiqué et assumé par le colonisé au moment où, décidant d'être l'histoire en acte, la masse colonisée s'engouffrera dans les villes interdites, etc. Autrement dit, au moment où il sera libéré de son dominant et où il décidera de devenir acteur de son histoire. Alors, pour illustrer un peu ce phénomène, j'ai pris des exemples que j'avais étudiés en psychologie sociale, d'un monsieur notamment qui s'appelle Willem Doise. Et ces études étudiaient les relations entre groupes dominants et groupes dominés pour expliquer pourquoi les membres des groupes dominés adoptent envers leur propre groupe des attitudes qui prennent si souvent la forme de trahison. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec les nègres en particulier, ou les Africains. Donc, ce que je voudrais aussi, c'est que nous apprenions à parler sur nous, non plus en termes de nègres qui sont traîtres, qui sont ceci, cela, mais de manière objective, nous sommes des dominés et nous produisons des comportements de dominés. Nous n'avons pas le choix pour le moment parce que nous ne sommes pas sortis de la domination. Alors, selon Doise, la rencontre entre les groupes ne s'effectue pas uniquement sur l'axe rationnel, ethnocentriste, mais également et simultanément sur l'axe sociologique. Nous sommes mus par deux axes qui doivent à un moment donné entrer en relation et se compléter. Or nous avons l'axe ethnologique ou ethnocentriste qui ferait qu'on aurait envie de se définir comme un groupe humain avec ses spécificités, mais de notre côté, on a cette dimension sociologique qui nous place dans la civilisation des Blancs comme des dominés
qui n'ont rien inventé ou qui n'auraient droit à rien, parce que vous voyez comment il faut trimer pour avoir accès à un certain type de prestige social, etc. Donc ça, c'est important qu'on le comprenne. Il y a deux axes. Et nous ne sommes pas en mesure actuellement de faire se rencontrer ou se coordonner ces deux axes. Ça explique nos comportements paradoxaux. Alors, chez les membres des groupes dominants, ces deux pôles convergent. Vous voyez la différence? Alors, on va dire yo solidaire, yo ci, yo ça. Et parce que c'est une histoire. Les dominants favorisent généralement, merci, leur propre groupe. Les dominants favorisent généralement leur propre groupe. D'accord? Chez les membres des groupes dominés, la conscience qu'ils ont d'appartenir à une catégorie sociale défavorisée module leur attitude. Autrement dit, on sait qu'on appartient à un groupe dominé, même si on ne veut pas se le dire et qu'on est tout le temps dans l'esbrouf, à faire comme si on était des franco-français et comme si on avait oublié les 500 ans d'esclavage et tout le reste. D'accord. Donc, à un moment ou à un autre, on est rattrapé par son histoire parce que l'être humain est un être d'histoire, fondamentalement. Donc, il peut jouer de son histoire ou essayer de s'enzoler avec elle, mais elle court aussi vite que lui. Donc, elle va le rattraper. D'accord? Alors, chez les membres du groupe dominé, la conscience qu'ils ont d'appartenir à une catégorie sociale défavorisée module leur attitude. Il en résulte que celle-ci est équivoque. C'est en effet le poids de la dimension sociologique qui empêche que la dimension ethnocentriste se libère pleinement pour contribuer ainsi à l'affirmation d'une identité positive en face des dominants. Vous voyez, on explique psychosociologiquement le phénomène. Donc, on ne va pas l'essentialiser et en faire quelque chose de propre à nous. Parce que cette idée-là, ça nous pèse sur la tête. Hein. Tout à l'heure, j'ai entendu madame dire nous pas ni malédiction. On peut dire qu'on n'a pas de malédiction. Mais si on n'a rien fait pour être sûr qu'on n'en a pas, eh bien, on va continuer inconsciemment à le penser et à se définir par rapport à peut-être ça avouer, surtout qu'on est des bondieuseries, des fervents de bondieuserie, eh bien, on va finir par croire qu'effectivement, pour tout bon Dieu, nous en malédiction. Alors, il faut aller dans la science pour finir avec ces espèces de contraintes qui nous pèsent, psychologiques, qui nous pèsent aussi. Alors, il s'avère donc, d'après ces expériences, que les groupes minoritaires dominés, sans pouvoir économique, défavorisés, sont minés par des querelles intestines qui affaiblissent l'unité du groupe, ce qui ne contribue pas à la construction d'une image positive de leur propre groupe et qui les dissuade de toute forme d'identification. Puisque mon groupe n'est pas beau, qu'il n'est pas bon, qu'on l'aime pas, qu'il ne réussit pas comme les autres, eh bien je ne veux pas m'identifier à lui. Donc je vais me marier avec un tel autre là-bas, je vais faire ma vie au Canada, je laisse ce pays-là, il ne me convient pas, et en faisant cela, on court, on précède un petit peu le sentiment d'échec qu'on a, parce que l'échec, c'est sur place que ça doit se résoudre, parce que notre problème, il est bien dans notre réalité du quotidien. Donc, la dimension ethnocentrique peut en souffrir, puisqu'elle ne suffit pas, à elle seule, à valoriser l'individu ou le groupe à ses propres yeux. La dimension ethnocentrique. Donc on peut savoir qu'on est noir, qu'on est bien, et puis ça suffit pas. Parce qu'il y a une société instituée. Et il faudrait qu'on soit dedans, et qu'on se sente bien, et qu'on sente qu'on est maître ou maîtresse de cette société. Or, nous savons, par le type de domination que nous subissons par la société centralisatrice française, que la société n'a pas à nous. On n'a pas chanté pour rien, Itanou, Ipatayo. C'est parce qu'on sait bien qu'Ipatanou qu'on a chanté c'est Patanou. C'est bien pour ça qu'on a chanté ça. Oui, c'est important qu'on le sache. Alors, donc, la dimension ethnocentrique, donc, comme je vous l'ai dit, ne suffit pas. Il n'y a donc pas d'automaticité entre le fait d'appartenir à un groupe et le réflexe de le favoriser systématiquement face aux autres. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous allons favoriser notre propre groupe. Mais si les autres le font, c'est parce que les conditions sont réunies pour que les deux axes se rencontrent et réalisent pleinement l'être du chinois, du blanc. Et ça signifie autrement que c'est une construction sociale comme tout ce qui concerne l'être humain. Nous sommes dans des constructions. Et nous, par la domination que nous subissons depuis au moins un millénaire, nous n'avons pas une seule seconde pour construire notre groupe.
pour leur imposer, ou imposer à nos membres une discipline qui ferait qu'on dirait « tu dois ». Parce que vous savez comment les Blancs résolvent leurs problèmes. Ne croyez pas qu'ils sont tout naturellement organisés, aimants, solidaires. Ceux qui trahissent le groupe sont virés. Ils sont suspendus de leur poste, ils sont ci, ils sont ça. Les préfets sont déplacés, les enseignants sont envoyés. Ce sont des mesures de représailles contre ceux qui ne respectent pas la discipline du groupe. Vous voyez donc que c'est une construction. Nous sommes les seuls à ne pas construire parce que nous n'y a rien qui est à nous. Nous sommes dominés, nous faisons travailler les systèmes des autres, nous faisons avancer l'économie des autres parce que les autres, ne croyez pas, ils vous taxent d'inférieur, mais il y a repéré qui ça qui bon à dans autres. Et il y a tout là qu'à venir qu'à tirer. On a emmené Cheikh Modibo Diarra sur le projet de la NASA. Et c'est lui, un Africain du fin fond de l'Afrique. On dit, les Africains ne sont pas des hommes, et pourtant ils vont aller chercher. Ça veut dire que c'est un cinéma qu'on a construit, donc l'image du noir construite par les Blancs est aussi une construction qu'il nous faut cerner dans toutes ses spécificités pour pouvoir d'abord la déconstruire et puis aller dans un projet qui sera le nôtre. D'accord? Alors, le phénomène qui consiste à vouloir défendre le dominant lorsqu'on est un dominé est également un avatar de la domination, puisqu'on a observé que la propension à discriminer le groupe dominant est moins forte chez le dominé que chez le dominant, qui est complètement désinhibé lorsqu'il s'agit de produire des critiques à l'encontre des Noirs, des groupes dominés, par exemple, entre Noirs et Blancs. C'est cet ensemble de phénomènes paradoxaux que nous qualifions d'aliénation sans réellement démontrer ou démonter les mécanismes psychologiques qui le sous-tendent. Notre groupe fait partie, en effet, des minorités dont on dit qu'elles sont apathiques parce qu'elles acceptent passivement leur sort, enfin c'est ce qu'on croit, de celles, parce que la domination fait qu'on n'a pas le choix, de celles dont on dit que les frustrations répétées et l'accoutumance à l'échec qu'elles ont subi ont constitué un apprentissage de l'impuissance. Un apprentissage de l'impuissance. L'apprentissage de la combativité passe par une revalorisation de soi qui ne sera actionnée que par la mise en œuvre d'une dynamique qui fera converger les axes ethnocentristes et sociologiques de leur personnalité. Pour élargir cependant la base des personnes auxquelles s'adresse le type d'action que nous menons présentement, il nous faut partir à la conquête de notre public en utilisant les armes de la connaissance adaptées à notre réalité. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'on avait l'air apathique, on nous dit apathique, puisqu'on dit qui m'en est là, il n'y a pas qu'à faire rien contre. En fait, nous sommes dans un système qui nous impose son rythme, qui nous impose ses nouveautés, qui nous impose ses valeurs, et qui nous demande, si nous voulons survivre, d'être en permanence en posture d'adaptation. Eh bien, le temps que vous mettez à comprendre qu'un phénomène vous tombe dessus, et que si vous voulez survivre, il faut entrer dedans, le maîtriser, eh bien, il n'y a pas autant l'autre à ceux deux autres. On l'autre loi par-ci, une loi par-là, un système. Donc, vous êtes en permanence, parce que vous ne maîtrisez pas la machine, dans une situation de vous adapter sans arrêt à des décisions qui viennent d'ailleurs, qui sont pour le projet d'ailleurs, qui ne favorisent que ceux d'ailleurs. Mais comme vous êtes emmené avec cet ailleurs, vous êtes tenu de vous adapter, c'est marche ou crève. Et c'est cela qui fait que nous sommes fatigués. Et c'est vrai. Le système sait nous fatiguer. Donc les dominants que nous sommes, les dominés que nous sommes, font beaucoup pour se sortir de cette domination. Mais parce que nous n'avons aucune instance qui a érigé notre personnalité culturelle, ethnique, raciale, si vous voulez, etc., eh bien nous sommes. Et c'est pour cela, il faut bien comprendre les postures. C'est pour ça que je me suis tellement fâchée pour l'histoire de discrimination positive. Les Blancs nous disent, y compris aussi aux États-Unis, vous êtes chez nous. Vous savez, j'ai lu un texte d'un Allemand qui parlait des Américains noirs au 19e siècle, fin 19e siècle, et qui était très gêné par la présence de Noirs dans ce beau pays nouveau, qui était tout propre avec ses Blancs, et puis sali avec ses Noirs. Et il l'appelait, et disait que les Noirs étaient un œuf de coucou, et constituaient une tache. Il a utilisé le mot, une tache sur la carte des États-Unis. En tache, parce que le Blanc au fond, et je pense que c'est à nous de savoir qui est intelligent, qui ne l'est pas. Au fond, il lui fallait de la main-d'œuvre pour son projet. Il potait, et puis il pensait que c'était un système qui allait durer éternellement. Aujourd'hui, son problème, c'est cela,
Il ne sait pas quoi faire de nous, des populations que nous sommes, et comme nous avons construit ces sociétés aussi, nous revendiquons un droit sur elles, mais nous n'avons pas, oui, mais nous n'avons pas mis une seule institution qui nous représente. Et je demande aux gens, êtes-vous dans une société guadeloupéenne? Êtes-vous dans une société martiniquaise? Elles ont fait institution qui t'assortent et qui t'a fait sortir dire n'importe qui français qui a venu en face de ça, ça c'est à moi, ça c'est pas tard. Avons-nous fait ça? Nous n'avons rien érigé, nous, autrement dit, sociologiquement, nous ne sommes pas institués. Nous n'avons pas de structure sociale qui prenne en charge notre personnalité. C'est pour cela que nous avons le sentiment en permanence que notre société nous échappe. Je dis notre en mettant beaucoup de guillemets, parce que j'ai pris l'habitude de dire c'est à yo, c'est pas à moi. Quand nous aurons fait la démarche, accompli et fait la démarche etc., eh bien peut-être que nous pourrons nous sentir un petit peu plus sécurisés, parce que nous sommes dans un sentiment en permanence d'insécurité, d'instabilité, et puis pour réguler peut-être ce flot de gens qui font des petits quand même, qui veulent avoir dans l'espace une place, eh bien, voyez au Canada, voyez en France, voyez l'autre bord, voyez partout, parce que il est question de contenir le groupe des Noirs. Alors, je ne vous raconte pas toutes les tentatives qu'on a faites pour les maintenir en nombre démographique bien contenu, les guerres bactériologiques de machin d'Afrique du Sud, des États-Unis. D'ici, il y a énormément de personnes qui ne savent pas. Il y a eu des centaines et des centaines de femmes à qui on a enlevé l'utérus en Guadeloupe et en Martinique. Personne ne passe à ça. Des jeunes femmes pour qu'elles ne fassent pas d'enfants. Eh bien, aujourd'hui, demandez des comptes à votre histoire. Leur utérus. Et ils ont décidé qu'ils étaient effectivement mal. Et elles ont découvert, sans savoir, elles ont découvert qu'elles ne pouvaient pas faire d'enfants parce que leur gynécologue a dit, mais madame, vous n'avez pas d'utérus. Ils n'ont pas été savoir que vous avez utérus. Écoutez, hein, donc ça demande que nous soyons attentifs à ce que l'on fait de nous, à ce que nous sommes dans une société dont les structures ne nous appartiennent pas. D'accord? Alors, s'il y a un petit phénomène... Combien? 5 minutes. Il reste 5 minutes. Alors moi, je vais vous dire deux choses. Je vais déborder un petit peu. Non, je voulais parler du coût symbolique et matériel de l'aliénation de nos membres pour notre communauté. Parce que ça a un coût, ce qu'on appelle en sociologie un coût symbolique. C'est-à-dire qu'il s'agit de servir et protéger encore et toujours le maître, car on vit dans sa maison, on vit dans ses meubles. C'est taille, c'est pas à nous. Malgré leurs allégations relatives, donc je parle de ceux des nôtres qui nous disent un certain nombre de choses, ça n'a pas qu'à intéresser moi, on va parler dans ça. Malgré leurs allégations relatives à leur prétendue neutralité et modernité, qui voudraient les situer résolument sur les rails d'une modernité désidéologisée, économico-économique, les anti-réparations ne peuvent pas ne pas être situés idéologiquement. Au moins subjectivement, ils sont situés. C'est-à-dire qu'ils ont une idée. Et en cela, ils font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors, tant que subsiste la domination, il n'existe pas de tierce position qui se situerait ni du côté des dominants, ni du côté des dominés. Les luttes sociales se menant également dans la sphère des idées, chacun est inévitablement sommé au positionnement, étant entendu que le non-positionnement explicite est un positionnement implicite. Autrement dit, il n'y a pas de fuite à avoir face à cette réalité des réparations. Si les gens ne se positionnent pas, nous savons qu'ils sont contre. Et il n'y a pas à dire, je n'ai pas... Voilà. Donc ça, c'est très important. Les anti-réparations ne se situent donc aucunement en dehors des idéologies qui travaillent sans répit nos sociétés soucieuses de légitimer le système de domination institué qui articule à la fois les facteurs de race, de classe et de sexe, qu'ils renforcent en refusant de prendre part au combat social en faveur des réparations. Par ce refus, ils intensifient les rapports de domination institués qui assignent leur propre groupe à des places, fonctions et statuts décidés par les dominants.
Ces personnes ne sont certes plus sous l'emprise directe d'une forme de domination physique visible, comme au temps de l'esclavage, mais sans aucun doute sous une domination dont la forme se décline au plan personnel par des choix de conduite marqués au sceau des rapports asymétriques, hiérarchiques et inégalitaires intériorisés, calqués sur le modèle social esclavagiste. Dans le creuset plantationnaire, donc de la plantation, en effet, l'attitude générale des esclavagés était orientée vers la production d'un système de pensée qui accordait la primauté de son activation à la protection à la fois du corps, des intérêts et des privilèges du maître. C'était toute cette convergence de tout ce qu'était l'esclavager vers la défense des intérêts du maître. Il l'a appris pendant 2 ou 3 siècles. Hein. Croyez-moi que ça reste, hein. Ça s'incruste, hein. Ça s'enquiste, ça devient kyste. Donc, non, il nous faut savoir ça. Donc ils ont appris à refuser de prendre en compte les résultats concrets des rapports de domination, à occulter l'ancrage matériel et social des dominations, à inverser l'ordre des causes et des conséquences. Ils ont surtout appris à détourner leur agressivité contre les cibles faciles que sont à leurs yeux les membres de leur propre collectivité pour protéger le dominant, croyant poursuivre des objectifs personnels. Et en fait, ils le font parce que le groupe des Noirs, même si c'est leur groupe d'appartenance, est un groupe sans pouvoir, et ils le savent. Et il y a une différence entre faire du mal à quelqu'un et rester impuni, et une différence entre faire du mal au dominant et ils vous coupent un jarret symboliquement, hein. On coupe plus les jarrets, mais enfin... Symboliquement, il vous coupe un jarret par-ci. Comment? Non. Donc, on ne coupe plus les jarrets, mais symboliquement, c'est un peu ça. Si vous portez la main sur... rappelez-vous les proverbes qu'il y a chez nous, pas toucher au blanc, zier bétier, brûler un nègre, etc. Donc, le déni des crimes de l'esclavage, dont l'une des modalités consiste à en faire porter la culpabilité aux Africains qui auraient vendu leurs frères, par exemple, ou le refus d'entendre parler de cette histoire, place celui qui conteste ou celle qui conteste en position de protecteur du criminel ou du bourreau, de celui-là même qui, dans le passé, lui a fait subir un traumatisme grave. Parce qu'il ne peut se permettre d'accuser le vrai coupable, il s'auto-punit inconsciemment, œuvrant ainsi à protéger le coupable. Alors ça, c'est des mécanismes psychologiques que le psychologue peut mieux expliquer que moi. Hein, d'accord? Alors, entre accuser le vrai coupable et trahir les siens, il choisit la seconde solution. Donc, il choisit de trahir les siens parce que les siens sont de toute façon sans pouvoir et ne peuvent pas le punir de manière qui va, si vous voulez, biaiser sa carrière ou l'empêcher de monter. Hein? Alors, à moi de lui mettre un petit quimbois, un petit bois couru. Bon, voilà. En faisant un tel choix, il sait qu'il déçoit les espoirs et les attentes des siens, car il consacre son énergie à défendre ceux qui... Oui, j'ai bientôt fini. Il sait, car il consacre son énergie à défendre ceux que sa collectivité désigne comme son bourreau. Il sait qu'il enfreint les règles de la solidarité intragroupe dont la finalité est de faire reconnaître les souffrances des siens. Dans les rencontres intergroupes, la manière la plus fréquente de trahir les siens est de se montrer critique envers eux, c'est-à-dire entre les groupes, de prendre parti contre eux dans les situations qui donnent l'avantage aux dominants. C'est la manifestation d'un sentiment d'ambivalence affective envers son propre groupe d'appartenance. La source de cette attitude est parfois à chercher non dans l'individu lui-même, et là on désessentialise aussi, mais dans la civilisation dans laquelle il est en immersion, en l'occurrence l'occidental nous concernant, qui ne le reconnaît pas comme produit intrinsèque et lui rabâche à longueur de journée les bienfaits civilisationnels grâce auxquels il se trouve aujourd'hui intégré à l'humanité. Il reste à tout moment exposé à la menace d'être traité d'Africains arriérés et d'être de ce fait déchu du privilège provisoire de civilisé obtenu par procuration. Et puis pour un certain temps, il ne sait plus pratiquer que la reconnaissance aveugle. Donc vous avez là un peu le profil d'un dominé qui n'a pas pour spécificité d'être un noir, un africain, un descendant, etc. Alors il y a un autre sentiment, donc puisqu'on m'a donné plein de petits papiers, il y a un autre sentiment dont il faut tenir compte, c'est le sentiment de honte chez le dominé, c'est-à-dire qu'on a observé que toutes les victimes d'exactions
c'est comme dans le cas des viols, etc., eh bien, ont honte d'avoir été agressées et soit qu'elles se taisent, soit qu'elles cachent les méfaits qu'elles ont subis et elles protègent, ce faisant, le bourreau parce que, à la clé, il y a éventuellement la peur des représailles du bourreau. Donc, chez les gens qui sont dans une situation aussi paradoxale, vous voyez, nous les appelons des traîtres. Mais c'est bien compliqué. Il y a une vraie littérature qui existe sur ce profil et nous devons, à mon avis, pour aborder la question des réparations, nous devons, à mon avis, pour constituer ce groupe de pression dont j'ai parlé, nous devons nous occuper de cette histoire-là. Parce que j'entends dans beaucoup de nos rencontres que nous élucidons, enfin nous la traitons à la légère, d'un revers de main, d'une chic note, c'est envoyé, oui c'est un épiphénomène. Non, dans le groupe que nous sommes, dominé depuis au moins un millénaire, je vous dis, ça n'est pas un épiphénomène. C'est un quart du groupe qui défend la collectivité et trois quarts du groupe qui le vend le dessert, le trahit continuellement. Ça, c'est un phénomène social à analyser et non pas à prendre à la légère. Je vous remercie.